Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce grand débat, le dernier de cette première édition des Mondiales de Nantes. Un grand débat dont la thématique s'est imposée immédiatement quand on a commencé à réfléchir à ce festival, compte tenu de l'actualité internationale, de ces guerres au pluriel. C'est évidemment les mêmes raisons qui nous ont poussé à réunir dans le numéro 3, qui est actuellement en vente du magazine AOC, une vingtaine d'articles qu'on a eu l'occasion de publier depuis un certain nombre d'années à propos de la guerre ou des guerres, qui sont des articles pour certains transversaux et pour d'autres qui s'intéressent à tel ou tel conflit ou telle guerre. Ce que je dis là semble une évidence ce matin dans cette actualité qui voit la discussion autour d'un plan de paix, je mets des guillemets, pour l'Ukraine au cœur de l'actualité dont il sera probablement question dans ce débat. Ça semble une évidence et pour autant ça ne l'aurait pas été il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Par exemple, dans le monde de l'université et de la recherche sur ces questions-là, il y avait un grand programme de recherche qui s'appelait « Ni guerre ni paix ». Qui s'est déroulé pendant un certain nombre d'années, qui a vu beaucoup de travaux en émaner. Pourquoi ni guerre ni paix? Parce que ces chercheurs et ces chercheuses avaient le sentiment qu'on était dans une situation où des conflits qui se produisaient ici ou là pouvaient difficilement être caractérisés de guerre ou de paix, mais qu'évidemment ces situations étaient des situations conflictuelles, qu'elles prenaient la forme de terrorisme, donc on a vu ce mot prendre une place de plus en plus importante, avec l'idée que c'en était fini au fond de la guerre au sens le plus classique du terme. Alors vous savez comme moi ce qu'il en est aujourd'hui avec un certain nombre de conflits qui sont au cœur de l'actualité et qui parfois d'ailleurs en cachent d'autres qui ne sont pas autant médiatisés. Je pense évidemment à ce qui se joue en Ukraine et puis à Gaza. Mais vous avez évidemment le Soudan. Enfin, on ne va pas faire la liste ici de toutes les guerres qui nous ont conduit à mettre au pluriel ce mot sur la couverture du magazine. Et l'idée là, c'est plutôt de s'interroger sur le fait de savoir si cette résurgence, d'ailleurs s'agit-il vraiment d'une résurgence de ces guerres, entraîne avec elle des transformations de la nature du phénomène. D'où l'expression nouvelle forme de la guerre. Alors pour en parler dans ce grand débat, je commence par l'extrémité à ma gauche, à votre droite. Benoît Pelopidas est professeur à Sciences Po, au Centre de recherche international. Il travaille sur les questions nucléaires, de dissuasion nucléaire. C'est un chercheur dont l'indépendance sur le sujet est précieuse, parce que c'est un sujet touchy, on va dire, de manière générale, depuis longtemps. On lui doit, je le cite en passant, un article très récent publié dans AOC sur le film de Catherine Biglow sur ces questions, qui est visible sur Netflix, une longue analyse de ce film. À côté de lui, Gilles Doron-Soro, qui est professeur de sciences politiques à l'université Paris 1, qui a récemment publié aux éditions du CNRS un livre sur la guerre civile, qui est une des formes de guerre, qui par ailleurs a travaillé sur différentes situations de guerre en Afghanistan, en Syrie, au Mali notamment. À ma droite, Julia Grignon, qui elle est juriste, professeure à l'université de Laval, au Québec, juriste de droit international et qui s'intéresse particulièrement à ces questions de droit de la guerre. Et puis Catherine Haas, qui est anthropologue, chercheuse au LIER, un laboratoire de l'École des hautes études en sciences sociales, et qui avait publié, il y a de ça 6 ans ou 7 ans, aujourd'hui, 2019, non ? 2019.
le temps passe vite. Aujourd'hui, la guerre, un livre de réflexion anthropologique sur ce phénomène, et qui vient aussi de publier plus récemment un livre sur la situation au Proche-Orient, aux éditions Nous. Voilà, alors pour commencer peut-être de manière un peu large, je vais passer la parole à Gilles de Ronsoro, peut-être pour revenir sur ce que je pointais, c'est-à-dire cette situation nouvelle. Dans quelle mesure est-elle vraiment nouvelle? En tous les cas, cette impression qu'on peut avoir d'un retour de la guerre par rapport à ce moment où on était dans ni guerre ni paix. Oui, merci. Bon, pour voir si les choses changent, il faut déjà avoir une état du système initial. Alors je dirais que ce qui caractérise le système initial depuis 1945, c'est véritablement une territorialisation du politique, soit en termes plus simples, des frontières qui ne sont pas absolument stables, mais relativement stables et qui tendent à se stabiliser. Voilà, ça c'est la tendance lourde. Il y a la décolonisation qui accélère le phénomène, il y a du droit, beaucoup de droit, la mise hors jeu des guerres d'agression. Il y a aussi un certain nombre de sanctions, d'organisations, d'institutions internationales. Donc tout va dans ce sens-là, avec évidemment des gens qui sont des délinquants par rapport à ce système, par exemple Saddam Hussein, mais il y a aussi l'invasion des Malouines. Enfin, il y a un certain nombre de phénomènes comme ça, avec des sanctions très fortes, globalement. Et puis, on a aujourd'hui l'idée que quelque chose bouge. Pourquoi? Parce qu'on a deux conflits, essentiellement Ukraine et Israël, Palestine, mais ça, je vais y revenir. Et puis surtout, on a avec Trump une présidence, le premier Trump, mais surtout le deuxième Trump, une présidence qui clairement refuse toutes les normes du système international. Ce qui m'amène à une réflexion d'abord, c'est que le régime qui se met en place à partir de 1945 est très lié à la puissance dominante, qui est quand même les États-Unis globalement, et au régime politique des États-Unis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir, on ne peut pas avoir une réflexion sur la guerre sans une réflexion sur les régimes politiques. Il y a des choses pensables, faisables, des choses qui ne le sont pas en fonction du régime politique. Ça, c'est ma première réflexion. La deuxième réflexion, c'est qu'on met ensemble l'Ukraine, souvent l'Ukraine et la Palestine ensemble, et je pense que c'est radicalement différent. L'Ukraine est en fait une rupture, ou une tentative de rupture, comme Saddam Hussein quand il envahit le Koweït. Et c'est très clair. La situation Israël-Palestine est très différente de mon point de vue, puisque c'est en fait toujours dans la logique de territorialisation. Et c'est parce qu'en fait, les frontières d'Israël sont, à ma connaissance, inconnues. Donc, c'est un effort pour établir des frontières, et qui sont des frontières, évidemment, expansionnistes dans le cas d'Israël. Et donc, je pense que autant Israël est la continuation du phénomène de territorialisation sous les formes ultra-violentes, autant l'Ukraine est une rupture. Alors maintenant, est-ce qu'on est véritablement face à une transformation radicale du système? Je pense qu'il ne faut pas confondre deux choses. D'abord, une phase d'instabilité, et là on est dans une phase d'instabilité, et une reconfiguration, une restabilisation du système sous de nouvelles bases. Et je pense qu'on n'en est pas, on n'est pas du tout là. C'est-à-dire que ce que fait Trump notamment, puisque c'est lui l'élément déterminant, n'est pas clairement défini, c'est pas stabilisé, ça dépend de ce qui va se passer dans quelques années quand il y aura une nouvelle élection présidentielle aux États-Unis. Et donc on ne peut pas analyser un nouveau système qui se met en place, sachant qu'il reste encore, j'allais dire, de beaux restes de l'ancien système. Il reste un système international, une cour pénale internationale, etc. Donc on est dans une phase intermédiaire, une phase où ça bouge énormément. Et ce qui bouge dans cette phase, c'est la question essentiellement des normes. À mon avis, la question des normes est centrale. C'est là qu'on voit une vraie différence. Du coup, je me tourne vers Julia Grignon, puisque si la question des normes est centrale, on a besoin du droit pour y voir plus clair. Vous partagez ce sentiment, cette opinion de Gilles de Ronsoro? En fait, alors sur son opinion, oui, je ne suis pas qualifiée pour observer les choses sous ce prisme, mais sous le prisme du droit, ce que je peux dire, c'est qu'il est assez intangible. Et le droit que moi je pratique, c'est le droit international humanitaire, c'est le droit qui s'applique dans les conflits armés, et son socle fondamental, il a été élaboré en 1949 au sortir de la Seconde Guerre mondiale, puis il a été actualisé dans les années 70. C'est avec ça c'est notre matière, c'est notre matériau pour analyser les conflits.
Et ça, c'est assez invariable. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est quand on parle de la guerre qui était loin de nous, et en fait, du coup, le droit de la guerre, il était aussi très loin de nous. Dans ma pratique professionnelle, j'ai jamais fait autant de droit international humanitaire que depuis mars 2022. Et avant, j'étais vraiment dans une discipline de niche. Et d'ailleurs, le droit international humanitaire en France s'enseigne très peu. Et moi, je suis alors revenue en France depuis 5 ans et je suis à Paris Panthéon-Assas. Et petite anecdote, il y a un livre de droit international humanitaire qui est assez ancien, qui est publié chez Dalloz. Et j'ai proposé à Dalloz de le reprendre et d'actualiser le manuel. Et ils m'ont dit que ça ne les intéressait pas. C'était avant mars 2022. Et ils m'ont dit que ça ne les intéressait pas parce que commercialement, on ne fait pas vendre de marché. Voilà, du droit international humanitaire à des étudiants qui n'étudient pas. Aujourd'hui, je pense que la vapeur a considérablement changé. Et ce qui est intéressant aussi dans cette idée de la résurgence de la guerre, et de la guerre, en fait, elle revient proche de nous, et donc il y a de nouveau un intérêt pour la guerre, mais paradoxalement, on revient aux fondamentaux du droit international humanitaire, parce que ce droit, il s'est construit sur le paradigme du conflit armé international, la guerre entre États, et en fait, depuis le 11 septembre 2001, on a été complètement aveuglé par la guerre dite contre le terrorisme et la guerre contre-insurrectionnelle, qui a mis en tension, en fait, le droit international humanitaire, beaucoup plus qu'il n'est en tension aujourd'hui, mais de manière complètement confidentielle, donc dans des débats académiques, universitaires, beaucoup moins dans le débat public. Et le grand paradoxe avec d'abord la guerre en Ukraine, c'est qu'on a, oui, la résurgence du conflit proche de nous, et on a le conflit archétypal en droit international, c'est-à-dire le conflit entre États. Et ça a pris tout le monde par surprise, parce qu'il a fallu réouvrir les vieilles conventions de Genève de 1949, savoir quels étaient les droits garantis à des prisonniers de guerre. Donc d'abord les Russes qui sont arrivés sur le territoire ukrainien, dont on a vu des images, qui étaient accueillis par des familles ukrainiennes, et de savoir en fait quels étaient les droits de ces personnes. On a reparlé de la levée en masse. J'aurais jamais pensé, dans ma carrière universitaire, reparler de la levée en masse. Bref, on a remobilisé un droit très ancien, alors qu'on s'était habitué à autre chose. Et l'autre conflit, effectivement, qui est dans l'actualité, c'est le conflit de la bande de Gaza depuis octobre 2023, mais qui en réalité est un conflit très ancien, et en particulier depuis 1967, qui est une situation d'occupation. Or, l'occupation militaire, elle est définie dans un très vieux texte, c'est le règlement de La Haye de 1907. Donc, ce n'est pas d'hier qu'on est capable d'encadrer en droit le droit de l'occupation. Ce qui est nouveau, c'est de découvrir en fait qu'une puissance occupante a des obligations à l'égard d'une population qui vit sur un territoire occupé, et c'est que ce droit soit considérablement mobilisé non seulement par l'opinion publique, dans les milieux universitaires maintenant de manière très transdisciplinaire ou voire interdisciplinaire, et puis aussi dans un grand nombre de forums internationaux, nationaux, des mécanismes juridictionnels, quasi-juridictionnels. Mon impression, c'est qu'aujourd'hui le droit est partout, comme il n'a jamais été en fait précédemment dans ma carrière, qui est celle du droit international humanitaire. Merci. Je me tourne vers Catherine Haas. Je me demandais si, pour commencer par enchaîner sur la question du droit, si la question du droit n'était pas également soumise comme à celle des États, c'est-à-dire qu'un État existe s'il est reconnu par d'autres, et est-ce que le droit lui-même peut avoir, c'est-à-dire il peut exister, mais s'il n'est pas reconnu par les autres, comme c'est le cas évidemment actuellement, ce que fait en tous les cas la façon dont Trump, pas l'administration Trump, pas les États-Unis, mais Donald Trump, puisque le plan de reddition en réalité de Gaza, comme le plan de reddition de l'Ukraine qui vient d'être écrit, je l'ai lu, et je disais à Julia, le numéro 23 là, du plan de paix pour l'Ukraine, amnistie totale pour tous les actes commis pendant la guerre. C'est-à-dire que Boutcha, le crime de guerre, tout ça, voilà. Et pour remonter et peut-être faire une césure dans la chronologie proposée par Gilles de Ronsoro à partir de 1945, c'est, parce que vous rappeliez le colloque Ni guerre ni paix, le colloque l'ANR ni guerre ni paix, et je pense que ni guerre ni paix était encore prise dans la guerre contre le terrorisme, non pas en plein, mais dans ses effets de brouillage, dans ses effets de
disturbé, mais c'est anglais, enfin voilà. C'est-à-dire que ça altère les catégories anciennes de la guerre. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut non pas le considérer comme ce qui dérègle un droit ancien de la guerre, mais comme la nouvelle norme, avec sa dimension. Parce qu'il n'y a pas... enfin, il y en a peut-être, mais en gros, toutes les guerres, que ce soit Assad, que ce soit Israël après le 7 octobre, mais également ce qu'a fait la coalition internationale à propos de Mossoul et tout ça, le paradigme général est celui de la guerre contre le terrorisme. Et au centre de ça, il y a une explosion du droit, puisqu'on n'y est plus tenu. Et je pensais à la question des civils, parce que je pense que pour Israël, mais aussi pour Mossoul, par exemple, puisqu'on sait, par exemple, que l'État islamique interdisait le départ des civils, parce que même à l'intérieur de l'État islamique, il y en avait qui essaient de dire oui, mais s'ils ne nous rallient pas complètement, il faut les laisser sortir, et ils essayaient de faire sortir les civils. Et cette idée qu'on les bombarde, on les assassine. Enfin, ce n'est plus une... C'est-à-dire, par exemple, ni guerre ni paix, on se questionne entre civils et militaires, c'est terminé. Civil n'est plus une catégorie. Alors, il y a des gens qui disent les civils innocents. Non, ça n'existe pas, un civil innocent. Voilà. Et que peut-être que dans les formes contemporaines de guerre, il faut travailler à partir du plein de ce que pose la guerre contre le terrorisme, et non plus le regarder à partir du creux d'une guerre interétatique avec ses normes, ses territoires et tout ça. Voilà. Benoît Pelovidas, je vous laisse conclure ce premier tour de parole. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Moi, je pense que je vais essayer de connecter ce que Gilles disait sur le système et ce qu'on se disait là sur quand commence le contemporain. Et en fait, puisque je dois conclure, je voulais conclure en vous disant une chose, qui est, puisqu'on inclut la dimension juridique, qu'est-ce que ça nous dirait si on faisait commencer le contemporain à la fin de la Seconde Guerre mondiale? Et je voulais vous dire, si on fait commencer le contemporain à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on découvre qu'on est dans un système que l'historien britannique Edward Thompson a appelé un système exterministe. Je m'explique. Et je vous dis ça pour vous montrer à quel point c'est important de défaire la bêtise qui consiste à dire la guerre froide est une longue paix et ensuite, mon Dieu, ça change. Pourquoi est-ce que je vous dis exterministe? Parce que d'abord, regardons les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont on nous explique « Ah, c'était très bien, c'était le bon vieux temps, tout ça a été régulé ». Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, historiquement, sont responsables à eux seuls de plus de 50% des émissions de CO2. Encore aujourd'hui, annuellement, ils restent responsables de plus de 50% des émissions de CO2. Je vous rappelle que la trajectoire sur laquelle on est, rien qu'en termes de climat, garantit à l'horizon 2100 de mettre 1,7 à 3 milliards de personnes en dehors de la niche climatique, c'est-à-dire les forcer à une mort certaine. Donc c'est de ça dont on parle. En plus de ça, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité ont produit à peu près 96% des systèmes d'armes nucléaires et une très large majorité des essais nucléaires qui ont contaminé la biosphère. Et en plus de ça, il faut aussi se rappeler que la prolifération nucléaire, qui est un souci que tous nous partageons, en fait, la prolifération nucléaire n'a jamais eu lieu. Aucun proliférant aujourd'hui n'a réussi à proliférer sans l'aide d'au moins un des membres permanents du Conseil de sécurité. Donc quand on pense à la question de la guerre et de la paix, il faut partir, en tout cas c'est ce que je proposerai, de la condition de vulnérabilité et de la contribution disproportionnée des entités dites membres permanents du Conseil de sécurité et en particulier des infrastructures de sécurité qui les animent, infrastructures de sécurité dont il est nécessaire de penser et l'empreinte carbone et de les réduire.
Merci. Gilles, pour poursuivre et avancer, je le disais tout à l'heure, tu viens de publier un livre sur les guerres civiles. C'est une manière aussi d'appréhender le phénomène guerre tel qu'il se présente à nous. Vous disiez tout à l'heure, peut-être ce qu'il y a de nouveau, c'est le retour de la guerre interétatique classique dans la situation Russie-Ukraine, par exemple. Mais à côté de ça, il y a d'autres formes. Je disais tout à l'heure que tu travaillais sur le Mali, aussi difficile que ce soit aujourd'hui de travailler sur ce terrain sur lequel on ne peut plus vraiment se rendre. Néanmoins, comment caractériser, par exemple, une situation comme celle-là aujourd'hui, quand on essaye de faire de la sociologie politique de ces phénomènes? Peut-être tu peux partir de cette situation-là pour en penser d'autres qui t'ont occupé dans ce travail autour de la notion de guerre civile et dans le lien qu'il peut y avoir entre guerre civile et guerre non civile, j'allais dire interétatique en quelque sorte. Oui, alors je crois qu'il y a une idée fausse qui s'impose assez naturellement quand on parle de guerre civile, c'est qu'on a tendance à penser que ce sont des phénomènes internes. C'est-à-dire, voilà, à un moment donné, pour des raisons X ou Y, il y a une guerre dans un pays. Et en fait, empiriquement, c'est pas tout à fait juste parce que très généralement, vous avez des interventions extérieures qui font qu'une situation de crise va dégénérer en guerre civile. Hein. C'est vrai pour l'Afghanistan, la Syrie, etc. Si vous enlevez les interventions extérieures, en général, vous avez une répression étatique qui réussit ou un gouvernement qui est renversé. Mais en tout cas, les guerres civiles, il y a des exceptions, hein, mais les guerres civiles, globalement, sont un effet des interventions. Directement. Ce sont aussi souvent un effet indirect, par exemple des politiques d'aide, si on prend le Mali, qui ont déstructuré l'État malien, enfin en tout cas qui ont contribué à déstructurer l'État malien. Donc en fait, une guerre civile n'est pas du tout un phénomène qui serait clos géographiquement et qui reflèterait uniquement des dynamiques internes, très loin de là. La deuxième chose, c'est que la dynamique des guerres civiles, c'est-à-dire la probabilité très forte d'une réunification du territoire, cette dynamique, elle est très clairement liée à la territorialisation dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut penser une guerre civile comme une enceinte fermée, à l'intérieur de frontières stabilisées, où à un moment donné, le monopole, c'est le monopole de la représentation internationale. C'est-à-dire vous ne pouvez stabiliser une situation que quand il y a un acteur qui a le monopole de la représentation internationale et éventuellement un contrôle territorial. C'est-à-dire que par rapport à la vieille définition de Weber sur le monopole de la violence légitime, etc., on peut renverser ça en disant l'État, c'est très largement une création du système international. Alors non seulement sur cette histoire de représentation, mais aussi sur ce qu'on exige des États. Et c'est tout à fait intéressant que dès qu'il y a une situation où l'État disparaît quelque part, alors ça peut être Haïti, ça peut être le Mali, où c'est pas tout à fait la disparition, mais ça se passe pas très bien, l'Afghanistan, toute la communauté internationale, les institutions internationales cherchent à refaire un État. Et donc l'État, en fait, c'est vraiment un produit du système et pas l'inverse. Et donc ça conditionne totalement la dynamique des guerres civiles. Si on a un changement de système avec le renoncement à la stabilité des frontières internationales, les guerres civiles vont totalement changer de nature. Parce que la question de l'annexion territoriale de la part des voisins va devenir non pas une exception, mais une règle absolue. Et donc, on n'aura pas le Rwanda intervenant en RDC, par exemple, on aura le Rwanda annexant une partie de la RDC. Bon, ça, c'est un cas très théorique, hein, mais ce que je veux dire, c'est que ça va changer la dynamique. Je voudrais repartir, Catherine Haas, peut-être d'une analyse que j'ai entendue hier lors d'un débat que j'ai animé entre Sami Cohen et Leila Bourguiba à propos de ce qui se passe à Gaza depuis le 8 octobre 2023. Sami Cohen expliquait que l'une des raisons, selon lui, qui permet de comprendre ce qui reste assez mystérieux vu de loin, c'est-à-dire comment la société israélienne et l'armée israélienne a rendu possible de tels massacres sur la durée. L'une des pistes d'explication pour lui, c'était que la société israélienne avait fait le constat que la paix, à mesure qu'elle avait tenté de s'installer à la faveur de différents accords au fil du temps, que la paix n'était pas synonyme de sécurité.
pour la population israélienne, et que c'est cette analyse qui avait conduit un certain nombre de citoyens et de citoyennes israéliennes à accepter, au fond, que la guerre puisse davantage leur amener la sécurité que la paix. Alors, je voudrais partir de cette analyse pour interroger les relations entre la guerre et la paix, pour le coup, non pas dans ni guerre ni paix, mais c'est presque dans et guerre et paix, ou en tous les cas, quel type de relation on peut penser entre les deux, et introduire aussi cette notion de sécurité, qui est peut-être une notion juridique qu'on verra tout à l'heure avec Julia Grignon également. Mais plus largement, je voulais que vous partagiez avec nous l'analyse de ce qui se passe dans cette situation de guerre aujourd'hui depuis un peu plus de 2 ans. J'ai entendu hier une grande partie du débat avec ce que disait Sami Cohen. Et je pense qu'il y a un point, parce que c'est dans un entretien que j'ai fait avec Omer Bartov, sur la question de l'état de choc du 7 octobre. Alors peut-être qu'il y a guerre, il y a paix, mais il y a 2 choses. Le fait que l'armée n'était pas là. Je veux dire, ça a été possible. Enfin, et ça, ce n'était pas envisageable dans un pays qui pense l'importance de son armée, de sa puissance militaire. Il rappelait l'adhésion, comme ça, la confiance des Israéliens envers leur armée. Et le second point, d'une part, ça a été possible, et le second point, c'est que l'armée a mis 8 heures pour venir. Et donc, il y a eu 8 heures pendant lesquelles, alors on sait, beaucoup de civils, mais à l'intérieur de ces civils, il y a aussi les militaires qui étaient là, qui ont été... Voilà. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, pour moi, c'est qu'Israël fait ce qu'il fait à Gaza depuis 2 ans parce qu'il peut le faire. Au sens où personne ne s'y oppose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'entièrement défait, je pense, de l'intérieur de l'espace palestinien, politique. On sait, l'autorité palestinienne n'a pas des marges considérables, mais on sait aussi un peu ce que les Palestiniens disent, à savoir son degré de corruption. Enfin, je veux dire, elle n'a plus de marge de manœuvre. Ce qui a émané de Gaza, ça a été le 7 octobre, donc c'est du crime. Donc moi, c'est ce que j'appelle les jumeaux criminels, c'est-à-dire les rapports de force ne sont pas les mêmes et tout ça, mais les principes militaro-politiques, en fait, relèvent du crime. Donc voilà. Mais d'autre part, l'Égypte. Dans un entretien qu'on a fait, il y a quelqu'un qui nous dit, un gars de Ramallah, dit mon sentiment, c'est celui de la trahison et de la complicité. La trahison, ce sont les États arabes, parce que, alors là, il faudrait peut-être élargir j'en ai pas tout à fait les compétences, mais comment quelque chose de la question palestinienne doit appartenir au passé pour tout le monde. C'est-à-dire que la modernité, c'est l'Arabie saoudite, c'est le Qatar, et que quand ils se sont... et donc ça veut dire que personne ne les a empêchés. Donc je pense à ça parce qu'il y a un article de Lordon sur le destin du sionisme, c'est non, en fait. Donc ça veut dire que la question du rapport de force politique, ils ont pu le faire. Je pense que quand ils ont bombardé l'Iran, ils ont été la société de service internationale. Ils ont rendu... Quand les Israéliens ont bombardé les installations militaires de l'Iran, pardon, ça fait un peu... Voilà. Ils ont rendu service à l'Arabie saoudite, ils ont rendu service à tout le monde. La destruction du Hezbollah, ça a rendu service à tout le monde. Et donc, il y a quelque chose comme ça qui est à la fois dans l'espace occidental rallié sur la question du terrorisme, parce que c'est quand même du terrorisme islamiste. Parce qu'on en parlait, si l'Iran avait fait le Bataclan, on n'aurait pas été bombardé l'Irlande. Enfin, je veux dire, c'est un point qui n'est pas tout à fait toujours explicité en disant c'est la forme du terrorisme. Non, c'est ce terrorisme-là. Et que donc c'est important de le prendre. Et c'est tellement dérégulé. La question aussi, c'est aussi pour ça qu'on peut avoir une paix israélo-américaine. Il n'y a pas de paix israélo-palestinienne. Les Palestiniens, exactement pour l'Ukraine, c'est-à-dire, moi, voilà, parfois je dis, on est dans une séquence où les peuples ont perdu leur nom. La Palestine a perdu son nom, et c'est pour ça aussi qu'il y a quelque chose en tant que peuple, et ils deviennent le peuple des peuples. Enfin, peut-être dans la façon dont les gens adhèrent à ça, parce que le degré de meurtre, de spoliation, de la privation des droits est absolument manifeste et quasiment démonstratif. Et donc, on a une paix
Enfin, ça s'appelle même pas paix. C'est la condition mercantile, enfin, je ne sais pas comment dire, elle est première. Trump ne s'en cache absolument pas, y compris sur l'Ukraine. Et elle se signe sans, et ça c'est une nouveauté, du coup peut-être sur la question de l'ordre international, c'est-à-dire ça se signe entre l'Arabie Saoudite, Israël et les États-Unis, ni la Palestine, ni l'Europe, ni aucun, voilà. Et de la même façon que ce qui se joue en Ukraine, c'est entre Poutine et Trump. Évidemment, il n'y a pas les Européens, il n'y a pas les Ukrainiens, et donc voilà, alors si la guerre, je ne sais pas, est-ce qu'on va appeler ça la paix pour le terrorisme ou enfin, je sais pas, si le paradigme de la guerre contre le terrorisme dérégule tout à des degrés inédits, qui fait que rien n'est contractuel. Quand on lit les choses, en fait, c'est pas contractuel. Il n'y a aucune garantie, et surtout une paix. C'est une paix, ça se réfléchit avec les acteurs qui sont les parties prenantes, où il s'agit de mettre un terme à l'antagonisme qui les oppose. Et ce terme, il est politique. Il ne peut pas être fondé que sur la terreur ou la décision de l'un, et qui, si le lendemain, il change d'avis, il dit non, finalement, on va faire. Voilà. Et c'est ça qui est entièrement labile. Je me dis qu'il y a un contraste saisissant entre ce que décrit Catherine Haas à l'instant et, je dirais, la stabilité, la permanence, le caractère historique des catégories juridiques que vous pointiez tout à l'heure, Julia Grignon. Qu'est-ce qu'il advient au droit dans ce contraste ? Alors, si on repart de la situation à Gaza et de Tsahal et des forces armées israéliennes, alors il se trouve que j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques forces armées, parce que je crois que quand on fait du droit international humanitaire, c'est-à-dire du droit applicable dans les conflits armés, il faut se mettre au contact des forces armées pour comprendre quelle est leur compréhension à elles de ce droit et voir où sont les problèmes et essayer d'opérer un changement pour le meilleur, c'est-à-dire pour la protection des personnes civiles qui ne devraient pas être les victimes principale des conflits armés. Et il se trouve que j'ai eu l'occasion, moi, d'interagir à plusieurs reprises avec des membres de l'armée israélienne. Alors, c'est pas empirique parce que c'est quelques membres, mais quand même, c'est ceux avec lesquels, lorsqu'on entre dans la discussion juridique, on entre au plus haut niveau de la discussion. C'est-à-dire qu'ils ont une telle culture, finalement, du conflit, qu'ils connaissent mieux qu'aucune autre armée le droit international humanitaire. Et alors ça, qu'est-ce que ça produit aujourd'hui ? Ça produit... Alors d'abord, Tsahal, je crois, depuis en tout cas 2 ou 3 ans, a considérablement augmenté le nombre de juristes dans son département juridique. Donc il y a aussi une mobilisation du droit. Alors les Palestiniens ont des stratégies aussi avec le droit international, mais au sein de Tsahal, donc, on a augmenté le nombre de juristes pour pouvoir produire des interprétations juridiques et les véhiculer et acculturer d'une certaine manière toute l'armée israélienne, mais aussi d'autres forces armées à leur propre interprétation du droit. Et d'ailleurs, ils se livrent à des grands exercices où ils convoquent autour de 200 membres de forces armées de tout pays, des humanitaires, des universitaires, pour réfléchir à des questions juridiques, et sur chacun des panels et dans chacun des exercices pratiques, mettre des militaires israéliens qui vont véhiculer l'interprétation qu'ils font des problèmes juridiques. Alors, ce que ça produit, en réalité, c'est une instrumentalisation du droit. Donc, la permanence du droit résiste, c'est-à-dire qu'un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il est placé de fait sous une autorité ennemie, article 42 du règlement de La Haye de 1907. Mais ensuite, quand Israël se retire unilatéralement de la bande de Gaza en 2005, Israël va venir dire donc nous ne sommes plus une puissance occupante. Et donc là, nous, les juristes, notre rôle, c'est de dire ok, alors effectivement, il n'y a plus de présence israélienne militaire sur le territoire de la bande de Gaza pour administrer ce territoire. Pour autant, compte tenu de l'histoire de l'occupation de la bande de Gaza, en réalité, une construction juridique nous permet de dire que Israël demeure la puissance occupante, continue d'y avoir des obligations et donc est redevable à l'égard des Palestiniens sur la bande de Gaza d'un certain nombre d'obligations juridiques. Et là, donc, quand on disait que rien n'arrête Israël ou qu'on n'a rien fait pour arrêter Israël, je crois que là, il y a aussi le rôle du droit, c'est-à-dire qu'on doit se saisir de ces catégories juridiques pour imposer à Israël le respect de ses obligations. Mais en fait, le droit ne peut rien sans la politique. La Cour internationale de justice rend des décisions magnifiques
2004, l'avis sur la construction du mur en territoire palestinien occupé. 2024, sur les mesures conservatoires au moment post-octobre 2023, mais aussi sur la présence de l'ONU sur le territoire palestinien occupé ou sur les politiques et pratiques israéliennes sur le territoire occupé, question dont elle était saisie bien avant octobre 2023. Et juridiquement, et pour l'universitaire, c'est vraiment, c'est des très belles décisions. Mais la Cour internationale de justice, elle n'a pas de police internationale pour aller arrêter une entité désincarnée, un État, Israël, pour qu'Israël arrête de se livrer à des violations du droit international. Et donc la responsabilité de tous les autres États, c'est de mettre en œuvre cette décision de la Cour internationale de justice. Et c'est notamment de ne pas participer à la perpétuation des violations qui sont commises sur le territoire palestinien. Au-delà de l'instrumentalisation du droit, il y a aussi, par le véhicule du droit, une forme d'aveuglement volontaire. Et là aussi, l'armée israélienne, je crois, est très forte. Alors, au sein de la société israélienne, c'est-à-dire de justifier les actes de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Alors, d'après ce que je peux avoir comme discussion avec des politistes ou des spécialistes de la région, je pense qu'il y a un aveuglement volontaire qui est d'un autre ordre, de la population israélienne qui ne voit pas en fait la réalité de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Mais je pense que le droit sert cet aveuglement volontaire. Et il sert là aussi au plan international puisque, par exemple, il y a des hôpitaux qui sont bombardés. Et puis on nous montre des images, on nous dit il y avait des armes dans cet hôpital, où il y avait un poste de commandement du Hamas sous cet hôpital, où il y avait des membres du Hamas qui étaient soignés dans cet hôpital. Donc ça justifie que l'hôpital ait été bombardé, ait été détruit, etc. Mais en réalité, pas du tout. Au sens du droit international, j'ai analysé grâce au fait que, parce qu'évidemment je ne suis pas allée dans la bande de Gaza, donc je le fais grâce aux informations qui remontent de la part des ONG, des personnes qui peuvent encore documenter ce qui se passe à Gaza. Et grâce à ces éléments matériels, si je produis une analyse juridique, il n'y a aucune de ces attaques contre les hôpitaux dans la bande de Gaza depuis octobre 2023 qui n'est justifiable au sens du droit international humanitaire. Et bon, moi, Julia Grignon, qui le dit aujourd'hui à Nantes, devant un public certainement déjà acquis à la cause, ça ne fait pas beaucoup avancer le débat. Ce qu'il faut, c'est que les politiques se saisissent de ces questions et les véhiculent dans leur relation avec ces États. Mais juste pour prolonger, Julia, ce point, je repense aussi à un autre élément d'analyse partagé hier par Sami Cohen, qui insistait sur le fait que jusqu'en octobre 2023, l'armée israélienne était, selon lui, très attentive au respect du droit international, parce que effrayée à l'idée que ces officiers ne puissent plus voyager dans le monde, ne puissent plus circuler pour aller en particulier se former, parce qu'ils tomberaient sous le coup de condamnation éventuelle de la Cour pénale internationale. Et c'est ce pouvoir de police que vous évoquiez, autant il ne peut rien en Israël, autant hors des frontières, on ne sait jamais, selon l'endroit où on passe. Et c'est ce qui, selon lui, conduisait Tsahal à être particulièrement attentif à ça. Or, pour lui, il y a un moment de rupture totale à partir du 8 octobre où on ne se soucie plus des civils, en fait. Où, ce que vous dites, il n'y a même plus besoin des justifications du type dans l'hôpital, il y avait des combattants du Hamas, mais on ne se soucie plus du civil, c'est-à-dire qu'en fait, le simple soupçon suffit, contrairement aux règles de droit international, à ouvrir le feu sur une personne dans la rue, ce qui s'est produit des centaines de fois à Gaza depuis octobre 2023. Oui, mais je crois que là, le 7 octobre 2023, et là aussi des discussions que je peux avoir avec des personnes spécialistes du conflit, est véritablement un point de bascule, et c'est un point de bascule aussi pour l'armée israélienne. Et notamment, il y a plusieurs doctrines de l'armée israélienne qui, à ce moment-là, ont été mises en œuvre post-octobre 2023, notamment la doctrine relative à la proportionnalité, c'est-à-dire qu'on change complètement de paradigme dans la proportionnalité. En deux mots, en droit international humanitaire, on peut attaquer des objectifs militaires, on n'attaque pas les civils, mais au moment où on attaque un objectif militaire, on peut faire des morts parmi les civils. Le droit de la guerre n'interdit pas toute mort parmi les civils. Si j'attaque un convoi blindé, par exemple, j'attaque ce convoi, il y a des civils qui se trouvent à proximité. Si certains civils meurent au moment de cette attaque, ce n'est pas nécessairement illicite. Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles ça l'est. Mais ça, c'est la règle de la proportionnalité. Il ne faut pas que les morts parmi les civils soient excessifs par rapport à l'avantage militaire recherché dans l'attaque de ce convoi de blindés. Et là,
il y a eu une décomplexification, je ne sais pas comment l'expliquer, comment dire, mais en tout cas, cette règle a complètement sauté. Et en fait, au nom de ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, au nom aussi des otages, qui, je crois, dans la société israélienne, sont un enjeu... rien ne peut se résoudre tant qu'il y a des otages. Et donc, il y a une conception complètement débridée de la proportionnalité. Et en fait, on ne fait plus la distinction entre ce qui est objectif militaire, ce qui est civil, et l'ampleur des atteintes aux civils, même lorsqu'on attaque des objectifs militaires, effectivement, n'a plus d'importance. Sur ce qui se passe au sein de l'armée israélienne, je ne suis pas non plus une spécialiste, mais ce que j'ai observé, c'est que la procureure en chef de l'armée israélienne, visiblement, a fait fuiter des images, ou a laissé fuiter des images de torture de prisonniers palestiniens. Et aujourd'hui, elle est emprisonnée, elle a été arrêtée parce qu'elle avait laissé fuiter ces images. Ce qui m'interpelle, c'est qu'elle ait fait fuiter ces images, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même un point aussi, un nouveau point de rupture au sein de l'armée israélienne, qui est quand même une armée qui essaye toujours de se justifier au point du droit, et qui là montre qu'en fait, il n'y a plus de justification possible, qu'ils n'arrivent plus. Donc il y a des formes de désobéissance. C'est l'impression que ça me donne. Benoît Pelopidas, je voudrais revenir sur ce rapport entre guerre et paix, parce que tout à l'heure, vous parliez de la guerre froide, avec des guillemets, en mettant en question cette expression qui était, selon vous, si je vous ai bien compris, une forme d'illusion dans le rapport à la permanence de la guerre. Oui, mais merci beaucoup. Alors, je vais répondre directement à cette question-là, et après je vais reconnecter avec ce qui a été discuté parce que ça m'a inspiré 4 observations. Mais je réponds d'abord à votre question. Peut-être en inversant 2 choses. C'est-à-dire, on a communément, et je vous renvoie aussi à un autre article que j'ai publié chez AOC dans le numéro sur la guerre, on a communément, notamment dans le débat français, tendance à penser que les armes nucléaires, par leur présence, empêchent la guerre. Or, l'histoire a pu montrer très simplement que si c'était toujours vrai, alors des États non dotés d'armes nucléaires n'auraient jamais attaqué des États dotés d'armes nucléaires par peur des représailles. Vous suivez la logique. Or, on peut montrer que dès 1950, mais encore en 1973, en 1979, en 1982, au moment de la première guerre d'Irak, ça n'est pas exact. Donc il y a un premier renversement, il y a une première limitation, disons, à introduire. C'est ce que le stratégiste français Lucien Poirier appelait les limites de validité de la dissuasion nucléaire. Deuxième élément, et ça, vous en avez l'intuition depuis l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, et c'est pour ça que j'apprécie que vous ayez fait la remarque sur la recherche indépendante, les communicants para-officiels pro-nucléaires nous racontent que la Russie a inventé quelque chose, ce qui est démontrablement faux de manière à peu près évidente. C'est-à-dire, depuis 1950 et depuis le moment où Staline, après avoir explosé, ou fait exploser plutôt, une arme thermonucléaire, s'est enhardi et s'est dit donc nous pouvons couvrir l'invasion de la Corée, eh bien, on a des précédents où justement l'ombre portée de l'arme nucléaire encourage ou autorise des agressions directes. On peut penser aussi à l'attitude de l'Afrique du Sud en Angola en 1979. On peut penser aux actions pakistanaises en Inde dans les années 90 et 2000. Et j'ajoute un élément qui va vous surprendre un peu, mais qui est que ma discussion pour l'instant, elle est injuste parce qu'elle suppose qu'on peut mettre au crédit des armes nucléaires l'absence de conflictualité pendant la guerre froide. Alors, entendons-nous bien, je ne vous dis pas que la menace de représailles nucléaires ne dissuade jamais. Ça serait incorrect. Par contre, ce que je vous dis, c'est, je vous l'ai déjà dit, il y a des cas où elle n'a pas dissuadé, et je vous dis aussi, il faudrait, être capable de distinguer les épisodes où la menace de représailles conventionnelle aurait suffi à produire l'effet dissuasif. On l'attribue au volet nucléaire
alors qu'en fait, la menace de représailles conventionnelles aurait suffi. Et il faut introduire un autre élément qui est la crise de Cuba. Au moment de la crise de Cuba, on a pu démontrer, et ça c'est le travail de mon équipe, mais aussi d'un grand nombre d'autres historiens et politistes, qu'au moment de la crise de Cuba, on a évité non pas seulement des explosions nucléaires non désirées, mais la guerre nucléaire par des facteurs non réductibles aux pratiques de contrôle parfaitement appliquées. Et donc, il faut appeler ça éviter la guerre nucléaire par chance. Voilà, ça c'est la réponse à votre question. Très vite, je reconnecte avec ce que disaient mes camarades. Quand on dézoome ce que je vous disais tout à l'heure sur objectiver la dévastation et contenir la dévastation, première connexion, la question de l'exportation d'armement. Et précisément, dans la Charte des Nations Unies, il y a un article 26 qui dit qu'il y a une obligation de limiter le détournement des ressources aux fins de l'exportation d'armement le plus possible. Encore une fois, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité sont parmi les 10 plus gros exportateurs d'armes au monde. De la même manière, ce qu'on voit à Gaza, mais aussi en Ukraine, c'est l'empreinte carbone de la guerre, mais aussi le fait que la guerre détruit des puits de carbone, en détruisant par exemple des forêts. On n'en a pas encore une bonne mesure, donc on sous-estime les effets de la dévastation parce que, notamment, le Pentagone a été très malin dans les années 90 en disant on ne va pas intégrer l'empreinte carbone des armées à ce dont on doit rendre compte dans le cadre de la Convention des Nations Unies. Et j'ajoute un bout quand même, parce que tout ça pourrait vous paraître déprimant. Moi, je voulais, quand on réfléchit sur la question de contenir la dévastation et contenir la guerre, vous voyez, on a une conversation comme si soit on gagne, soit on perd. Et moi, j'aimerais introduire le fait qu'il y a des défaites qui valent mieux que certaines victoires. Et juste vous rappeler que on est en France, bien ceux d'entre nous qui, en 2003, se sont opposés à la guerre en Irak, disons-le quand même clairement, ils ont perdu. C'est-à-dire, leur but, c'était d'empêcher la guerre. Elle a eu lieu. Donc, ils ont perdu. Et par ailleurs, observons que les commentateurs qui ont propagé le mensonge pro-guerre à l'époque sont toujours autant sur les plateaux et n'ont subi aucune conséquence du fait de propager des mensonges nuisibles qui ont causé des morts en grande quantité. Mais la chose là que j'essaye de vous dire, c'est que perdre, en l'occurrence, ça valait la peine. Parce que 23 ans plus tard, on peut d'une part dire on n'a pas cédé à diffuser des mensonges dont on savait qu'ils étaient des mensonges à l'époque, et 23 ans plus tard, on peut dire, en espérant que ça servira à l'avenir, que si on avait écouté ceux qui s'opposaient à la guerre, le monde aurait été un peu moins abominable. Gilles, peut-être pour Oui. à la fois rebondir et peut-être j'aimerais que ce dernier tour de parole, j'aimerais avoir votre sentiment et vos impressions aux unes et aux autres sur le rapport qu'on semble avoir de plus en plus dans l'espace public français à la guerre. C'est-à-dire le surgissement sur l'agenda politique de cette question de la guerre. Bon, je pourrais ne prendre qu'un exemple, l'émotion qu'a suscité les propos du chef d'état-major des armées il y a quelques jours, expliquant que les jeunes Français allaient mourir en masse dans des guerres à venir dans les prochaines années. Et il y a une forme d'installation d'un climat, d'une ambiance, me semble-t-il, qui prend différentes formes de préparation de la population, d'opérations de communication, dont je n'ai pas le sentiment d'avoir été le témoin jusque-là dans ma vie, en fait. Oui. Alors moi, je pense que les propos un peu maladroits du chef d'état-major, tout de suite été rectifiés. On nous a rassurés, les jeunes Français iraient pas mourir en Ukraine. Moi, ce qui me semble plus clair, c'est qu'il y a une confusion interne-externe qui déjà a commencé dans les années 90
Je pense que c'est Trump qui est le cas déterminant ici. Accusation de terrorisme contre les Antifa qui ne sont pas un mouvement en fait. Ou même là, Greg Abbott au Texas qui déclare des associations musulmanes terroristes. Possibilité aussi de déclarer des cartels ou des pseudo-cartels comme ennemis au sens juridique, donc en fait pouvoir mener des opérations militaires, etc. Donc je pense qu'il y a une première ligne qui est véritablement depuis 30 ans, au moins 30 ans, qui est que l'ennemi, il est intérieur, il est extérieur, que les mêmes catégories juridiques peuvent s'appliquer. Quand Trump, par exemple, fait une argumentation devant la Cour suprême en expliquant que on peut en fait traiter la question de la migration ou des gangs aux États-Unis, de latinos aux États-Unis, sur le mode de l'insurrection et sur le mode de l'ennemi est à l'intérieur, c'est une sédition, c'est voilà. Donc toute cette ligne d'argumentation me semble extrêmement forte, elle est reprise en permanence, et ça, je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement dangereux. Et ça connecte avec un thème qui s'impose, je pense, plus que la guerre externe dans la société française. C'est l'idée qu'on serait devant une espèce de guerre civile qui est inévitable, etc. Bon. Houellebecq, par exemple, si vous prenez dans les... Enfin oui, vous n'êtes pas obligé de le lire, mais si vous prenez dans les intellectuels réactionnaires... Pas le seul, hein. Brice Couturier aussi, sur l'antenne de France Culture, l'a très souvent dit. Vous n'êtes pas non plus obligé de... Si tu as oublié, t'en as oublié quelques-uns. Donc voilà, donc vous avez en fait tout ce monde... je ne sais pas comment dire, para-intellectuel, si vous voulez, qui est en train d'avancer véritablement l'idée d'une inévitabilité ou l'idée qu'on a déjà dans une guerre civile. Ce qui va absolument contre toutes les données objectives, mais qui contribue en fait à légitimer certaines formes de violence. Il ne faut pas oublier que les violences, après dans la rue, etc., des groupes d'extrême droite, là concrètement, sont des violences qui se présentent comme défensives. Et donc, en fait, ça justifie par avance des descentes, quand il y a un incident, etc., des descentes de groupes d'extrême droite. Je pense que ça, c'est l'amorce de quelque chose de dangereux. Donc, tous ces discours sur la guerre civile qui est inévitable sont en fait connectés à cette... et ça permet l'intervention de l'armée, éventuellement, qui a été demandée par certains hommes politiques. Donc, il me semble que le danger, il est quelque part par là, plutôt que dans des guerres externes où franchement, on n'a plus du tout les moyens d'aller. Hein. C'est-à-dire que l'armée française ne peut pas mobiliser 10 000 hommes aujourd'hui. Hein. Et un brouillage, mais je ne sais pas si on le voit du point de vue de l'évolution du droit ou des interrogations juridiques, mais entre armée et police, en fait. Parce qu'on a l'impression que entre des opérations de guerre et des opérations de police, la frontière devient ténue parfois. Oui, alors je vais essayer de répondre à cette question et à d'autres. Et juste avant, parce qu'on a parlé du transfert d'armes, qui est un point effectivement crucial, et la France est le deuxième exportateur mondial d'armement, je ne peux pas résister au plaisir de vous souligner l'adoption vendredi dernier d'un avis sur les transferts d'armes pour une meilleure responsabilisation en matière de transfert d'armes, qui a été adopté par la CNCDH, qui est la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui a une sous-commission en droit humanitaire et action humanitaire, avis adopté à l'unanimité, et qui est très intéressant parce qu'il interpelle évidemment les pouvoirs publics. Il adresse 49 recommandations, à la fois au gouvernement et aux parlementaires, mais aussi aux entreprises du secteur. Donc si vous vous intéressez à ces questions, je vous encourage vivement à aller le lire. Ensuite, sur le rapport à la guerre dans l'espace public, effectivement, ça j'en fais le constat vis-à-vis du droit, en raison du nombre de sollicitations que je reçois depuis mars 2022, d'écrire des papiers, d'intervenir dans des conférences, vraiment dans plein d'espaces très différents. Ce que moi, ça me montre, c'est deux choses. La première, c'est que dans l'opinion publique, il y a une forme de tension et de remise en doute ou de suspicion du droit international général, mais aussi du droit international humanitaire à répondre aux défis contemporains qu'on trouve dans les conflits armés. Et l'exercice auquel je me livre, c'est justement de montrer que aucune des situations qu'on rencontre aujourd'hui, et effectivement, on a donc beaucoup parlé
parlé de Gaza, de l'Ukraine, vous avez mentionné, je crois, le Soudan en introduction, on pourrait parler du Myanmar, du Tigré, etc. Aucune de ces situations, aujourd'hui, ne me laisse, moi, juriste, sans voix ou sans qualification juridique. C'est-à-dire que le droit est aujourd'hui capable d'embrasser toutes ces situations. Il y a peut-être un seul point sur lequel il y aurait là des controverses ou des impossibilités de répondre, c'est sur le spatial. Et c'est sur la guerre voilà, dans le spatial. Mais sinon, pour tout ce qui se passe pour l'instant sur Terre et même avec des moyens cyber, le droit tel qu'il est capable de répondre à toutes les questions. Et le deuxième élément que je constate, c'est l'impression que ce droit, en fait, alors on a beaucoup parlé de Gaza comme étant le cimetière du droit international, que le droit international serait mort, il serait dans les décombres de Gaza. Et donc on a une impression que ce droit, il est constamment violé, et que parce qu'il est constamment violé, en fait, il ne sert plus à rien et il n'est pas effectif. Et là, en fait, il y a quelque chose de très paradoxal, c'est que oui, le droit international humanitaire est violé. Je ne viendrai pas ici, ça serait très malhonnête de dire que tout va bien, tout ne va pas bien. Mais ce droit international humanitaire, il est aussi respecté. Simplement, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Tout à l'heure, je parlais des objectifs militaires. Un commandant, lorsqu'il mène une campagne militaire, va identifier des objectifs à cibler. Quand il identifie ces objectifs à cibler, je suis certaine qu'il identifie dans ces objectifs des objectifs militaires. Que peut-être il y a des maisons à caractère civil qui sont identifiées comme des objectifs militaires à tort, et donc conduisent à des ciblages qui sont contraires au droit, mais je suis aussi convaincue que dans sa liste d'objectifs militaires, il a majoritairement des objectifs militaires qui sont conformes au droit. Simplement, on ne va jamais dans la presse relever toutes les fois où des bombardements ou des destructions ont été commises en parfaite conformité avec le droit. Ce qu'on va montrer, c'est ce qui est non conforme au droit. Et c'est bien normal et il faut le faire. Et parce que justement, il faut aussi lutter contre l'impunité et rendre les gens responsables de leurs violations. Mais donc, ça invisibilise aussi tous les moments où ce droit international il est respecté. L'autre paradoxe, c'est que dans ma pratique, je n'ai jamais vu autant de mandats d'arrêt délivrés contre des personnalités en exercice, même si ça paraît très symbolique, d'un point de vue juridique, c'est quand même pas rien qu'il y ait des mandats d'arrêt qui aient été émis contre Vladimir Poutine, contre Benjamin Netanyahou et contre Yoav Gallant. On n'avait jamais vu ça pour aucune autre pratique dans d'autres conflits armés. Et si on remet en perspective, par exemple, ce qui s'est passé au Tigré ou ce qui se passe en République démocratique du Congo depuis 30 ans, ben, on peut voir que là, il y a une forme de progrès dans la justice pénale internationale. Alors c'est difficile de parler de progrès sur les cendres de la bande de Gaza ou sur l'ampleur des destructions et la manière dont les civils ont été affectés, mais en réalité, du point de vue du droit, en fait, on ne cesse de progresser. Et puis, sur les propos du CEMA, alors, bon, d'abord, parce que j'ai travaillé pendant 3 ans à l'IRSEM, qui est l'Institut de Le recherche. CEMA, c'est le chef d'état-major. Oui, pardon, merci, le chef d'état-major des armées, qui donc a dit qu'il fallait que la France se prépare à ce que ses enfants, ou qu'en tout cas, le problème de la France, c'est qu'elle n'était pas préparée à ce que ses enfants aillent mourir pour la patrie. Bon, il faut le remettre dans un contexte plus général, où il disait qu'en fait, on était très bien préparé à la guerre et qu'il manquait un seul élément, c'était finalement l'acceptation par la France que ses enfants aillent mourir pour la patrie. J'avalise pas du tout, j'endosse pas du tout ces propos, mais c'est vrai que ça interpelle sur le climat, l'ambiance que vous avez souligné, et sur cette préparation au conflit de haute intensité. Et je dois dire que moi, je me suis un peu laissée prendre au piège en me disant, bah oui, c'est vrai, la guerre revient à nos portes, il faut se préparer, les menaces sont de toutes sortes, c'est très imprévisible, on ne sait pas, donc préparons-nous à la guerre. Puis en fait, quand même, au bout d'un moment, j'ai fait un pas de côté en me disant, oui, alors très bien, soyons prêts, mais est-ce que tout ça n'est pas aussi un narratif qui entretient et justement un climat, une ambiance à d'autres fins qui permet d'avoir des lois de programmation militaire telles qu'elles sont aujourd'hui, d'avoir des budgets de la défense qui explosent complètement. Et un complexe militaro-industriel qui prospère. Absolument, au détriment d'autres institutions publiques. Aujourd'hui, l'hôpital public est à l'agonie, la justice est à l'agonie, l'éducation est à l'agonie. Et je crois que véhiculer ce narratif, eh bien, c'est aussi entretenir cette idée et justifier en fait, qu'on n'investit pas là où on devrait investir. Et donc, je crois qu'il faut faire ce pas de côté. Merci. Catherine Haas, quelques mots pour terminer. Après, on va ouvrir la discussion avec la salle. Peut-être
peut-être que ce qui, sur la guerre, donc son nom, le paradigme, son omniprésence, il y a un accord, il me semble, en ce qu'elle n'est plus du tout considérée, et c'est pour ça que je parle de décisionnisme, c'est-à-dire ma volonté de faire la guerre suffit à faire la guerre. C'est-à-dire la menace, l'occupation, enfin voilà, que je me défende et tout ça. Et donc c'est ce cadre aussi intellectuel, politique et juridique, mais qui était articulé. Et on a l'impression que le seul possible, c'est la guerre, en fait. Et moi, j'ai été très frappée, enfin pas très frappée, mais après ce qui se passe après le 7 octobre, la façon dont la catégorie de paix, parce qu'on oppose guerre et droit, et donc, peut-être, faut me corriger, mais je me disais, mais le droit de la paix, je crois que le droit de la paix n'existe pas, mais il renvoie quand même à une conception un peu politique, d'un ordre politique contraire, enfin voilà, autre en tous les cas, et radicalement autre que celui de la guerre, et pas juste dans l'espace d'une pénalisation des actions. Et je pense que sur sécurité et police, moi je suis très frappée de ce qui se passe actuellement, justement ce que j'appelle le subjectivisme ou le décisionnisme, au sens où il y a guerre parce que je décide, c'est ce qui se passe dans le golfe du Mexique. Au sens où l'administration Trump, enfin Donald Trump, en fait, je ne suis pas... Gilles de Rosero précise le golfe des États-Unis, si on prend Mais voilà, non, c'est justement, précisément, c'est voilà. Mais alors, ils disent, parce que je pense que la question, je ne sais pas comment le terme du narcotrafic se généralise à la fois dans le discours sécuritaire français et évidemment dans le discours sécuritaire américain. Mais ils disent, on les suspecte de transporter de la drogue. Et alors, si on les enfin voilà, dans un ordre international, juridique, quand il y a un suspect, ben, on arrête, on dit alors, est-ce que tu as de la drogue, tu n'as pas de drogue? Non. Il y a eu 100 morts. Voilà. Et la question de la létalité, c'est pour ça que quand je dis la guerre n'est pas un ultime... Bon, ça fait un moment, c'est pas un ultime recours, mais de l'anticiper en disant... voilà. Et après le 7 octobre, jamais personne n'a posé quelque part la question de la paix, en fait. Et ils ont eu... Enfin, il faut, quand je parlais de l'Égypte, enfin un moment, parce que quand je disais les peuples, c'est-à-dire que l'idée que les peuples aient des droits commence à devenir quelque chose. Écoutez, les amis, on va arrêter. C'est pas le point, parce que l'interdiction de manifestation en Égypte. En fait, il n'y a qu'en Tunisie où ils ont autorisé des manifestations en soutien à la Palestine voilà, ça a été interdit au Maroc, ça a été interdit, voilà. Pourquoi? Parce que c'est les printemps arabes. Et la terreur que, d'un seul coup, à la fois, voilà, que par la Palestine, il y ait quelque chose du droit des peuples qui reviennent sur la scène politique. Et c'est comme ça. Et en même temps, c'est pour ça que on sait qu'il y a énormément de Gazaouis qui sont au Caire. Et en même temps, l'accueil a été généreux, enfin de la part de la population. On m'avait envoyé des photos, il y avait des bouteilles d'eau. Excusez-moi pour cette anecdote, mais comme il était interdit d'être du côté de la Palestine, en fait, sur les bouteilles d'eau minérale, il y avait en tout petit, des gens avaient dessiné une carte. Enfin, les industriels, les fabricants de l'eau minérale, une toute petite carte de la Palestine en dessous de, je sais pas, eau gazéifiée, puis paf. Enfin, j'aurais pas dû gazéifier, mais enfin, eau minérale, naturelle, des sources du... Voilà. Oui. Pardon, je fais juste trois remarques rapides, notamment par rapport à ce qu'on disait sur la question de l'inévitabilité et de ce que le discours de l'inévitabilité fait. Et je voulais juste inviter, et c'est vrai pour les armes nucléaires, mais aussi pour d'autres, on parle toujours de c'est très bien, il faut le retour de la pensée stratégique. Mais ce à quoi on a affaire, c'est une pensée totalement non stratégique. Parce que la pensée stratégique exigerait d'identifier des ennemis futurs, possiblement plusieurs, pas un seul, et voir comment, face à ces ennemis futurs qui ont des buts et des moyens, on peut avoir une stratégie avec des objectifs. Ce n'est pas du tout ça qu'on fait. Et donc, ce que je voulais vous suggérer, c'est que le discours de l'inévitabilité, comme Gilles a dit, il normalise des niveaux de violence, mais il réalloue de la responsabilité aussi, puisque c'est inévitable, alors c'est acceptable. Je voulais juste aussi vous faire observer une chose, qui est, il y a un point aveugle et une contradiction qui ne sont explicables
que par le souci de justifier l'augmentation des budgets d'armement. La première contradiction, c'est le diagnostic sur la situation en Ukraine, où littéralement on nous dit l'armée russe est tellement faible qu'elle n'a pas avancé en Ukraine et qu'elle est au bord de la victoire, mais si on ne l'aide pas à gagner, elle est tellement forte qu'elle va envahir la totalité de l'Europe de l'Ouest. Et vous vous rendez bien compte que l'armée russe ne peut pas être les deux à la fois. En fait, elle peut l'être seulement si vous partez du principe que la solution doit être donner plus d'armes. Et dans les deux cas, la solution, c'est donner plus d'armes aux Ukrainiens et augmenter les budgets militaires ici. De la même manière, quand on réfléchit au mode d'aider l'Ukraine, moi, ce qui me surprend très très fort, c'est que on a très très peu de conversations sur comment se déprendre des énergies fossiles et se déprendre des énergies fossiles russes permettrait de définancer la machine de guerre moscovite. Parce que si vous regardez un petit peu la recherche qui a été faite là-dessus, vous découvrez que la facture en hydrocarbures russes de l'UE des 27 est 4 fois supérieure à ce qu'on a donné en termes d'armement. Donc, vous voyez, le fait qu'on ne se pose pas cette question-là, d'abord c'est regrettable, mais ça montre aussi une focale excessive sur la solution par l'excès d'armement. Gilles, tu voulais ajouter un mot ? Oui, je trouve cette question des armements et de la renaissance d'un complexe industriel-militaire, ça pose un certain nombre de questions. Premièrement, c'est que historiquement, on est encore en dessous des dépenses militaires des années 80. Donc, en fait, on est descendu très très bas et de façon, de mon point de vue, totalement imprudente. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est pas tellement qu'il n'y a pas assez d'armement en Europe, etc., c'est qu'il y a une absence totale de coordination. Ça, il y a eu d'excellents papiers là-dessus. Bon, voilà, c'est pas qu'on dépense pas assez d'argent, c'est qu'on le dépense n'importe comment. Et le troisième point, c'est qu'on a un vrai problème de montée des inégalités et de sécession d'une partie de la communauté nationale, c'est que les 0,1% ne payent pas leurs impôts. Enfin, ce que je veux dire, c'est que très clairement, on peut très bien avoir un budget tout à fait cohérent et fort de la défense si on a une répartition des prélèvements. Et ça, c'est quand même un problème central. Voilà, c'est les 3 points que je voulais mentionner. Merci. On va ouvrir à vos questions. Merci de lever la main, qu'on puisse vous faire passer un micro. Il y a un monsieur qui a levé la main là-haut, juste à côté de vous. Voilà. On va en prendre 2 ou 3. Ah oui, d'accord. Oui, merci pour tous ces éclairages. Forme contemporaine de la guerre, vous n'avez pas évoqué, ou alors j'ai mal entendu, l'utilisation de l'intelligence artificielle, des robots tueurs, des drones évidemment, qui sont manipulés avec des joysticks à 300-400 km, que ce soit à Gaza en particulier, mais aussi par l'Ukraine ou par la Russie qui agresse l'Ukraine. Donc pour moi, c'est un élément important parce que c'est une forme de, il n'y a pas que ça, de déshumanisation de l'adversaire, entre guillemets, et des populations civiles qui ont été décimées, notamment à Gaza. Merci, monsieur. Il y a d'autres questions ? Oui, il y en a une là, il y en a une tout en bas aussi. Oui, bonjour. Alors moi, je fais partie du collectif Non soutenu à la militarisation de la jeunesse. Et grand merci pour ce débat qui est vraiment très riche, très dense. Et ce que j'ai envie de dire, c'est évidemment, je pense qu'on est nombreux là-dessus, maudite soit la guerre. C'est d'ailleurs le titre d'un petit bouquin qui s'appelle Manuel antimilitariste qui vient de paraître là aux éditions Divergence. La deuxième chose, c'est qu'il y a un collectif qui s'appelle Guerre à la guerre qui essaye de faire vivre un autre narratif et de mener des actions. Et la question, c'est... et un peu la consternation, c'est que les forces politiques, y compris de gauche, y compris les Verts, et les forces syndicales semblent complètement atones par rapport à tout ce dont on vient de mettre en lumière. Donc, est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a des moyens de faire qu'on se réveille contre ce qu'on nous présente comme inéluctable ? Merci. Merci. Une troisième question. Je ne sais pas si quelqu'un a un micro.
Oui. Bonjour, merci pour vos interventions. Pour faire le lien, je reviendrai excuser Catherine Haas sur le fait que dans certains conflits, ceux chez qui se joue le conflit sont exclus des négociations de paix. Je pense qu'on peut le dire autant de l'Ukraine que de la Palestine. Par rapport à ça, je suis surpris de ne pas avoir entendu évoquer la doctrine, me semble-t-il, américaine de War from Behind, donc faire la guerre par l'intermédiaire d'autres pays, qui, me semble-t-il, pourrait, dans ma lecture des choses, peut-être expliquer le fait que les acteurs chez qui jouent la guerre, c'est pas pour eux que se joue la guerre, et du coup, c'est pas leur guerre, c'est pas leur paix non plus, quoi. Voilà. Merci. Qui est-ce qui veut répondre? Oui, Gilles. Peut-être sur la question des drones et de la déshumanisation de la guerre. Je pense que probablement la vraie question n'est pas tant les drones, qui ont une utilisation en fait très nouvelle, et deuxièmement, qui au moins dans le cas de l'Ukraine, pourrait être une façon de neutraliser la mécanisation, la robotisation, d'égaliser les forces au sens où il y a beaucoup moins de soldats ukrainiens que de soldats russes. Donc il faut faire attention. Il y a intrinsèquement la robotisation de la guerre, c'est aussi une façon de protéger certains pays plus faibles. Et la zone d'interdiction, enfin la zone de mort maintenant qui s'étale sur la frontière des deux côtés, c'est d'abord, ça touche essentiellement des militaires, et deuxièmement, ça peut être sur le long terme une forme de protection de l'Ukraine. La deuxième remarque, c'est que la question des algorithmes, il y a un bouquin de Delory là-dessus qui est bien fait. La question des algorithmes, c'est aussi intrinsèquement la question du niveau de perte civile acceptable. C'est-à-dire les pertes dites collatérales sont en fait calculables, et évidemment, elles peuvent être, c'est ce qu'on a vu en Israël, surtout dans les premières semaines du conflit à Gaza, on a vu l'absence de plafond de fait du nombre de morts civiles. Et c'est là que l'algorithme pose un problème spécifique, c'est que toutes les cibles avaient été prédéterminées et les combattants du Hamas étaient en fait ciblés à l'intérieur de leur famille parce qu'effectivement, il n'y avait plus, en pratique, il n'y avait plus de limite de perte civile. Donc je crois que c'est pas tant des instruments que ce qu'il y a comme calcul politique et comme déshumanisation derrière. La déshumanisation, c'est plus le système d'algorithmes qui fonctionne sans prendre en compte le nombre des civils en pratique, c'est plus que l'instrument lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la décision politique. Et ce qu'il y a de pervers, c'est qu'elle est complètement dissimulée, cette décision. Mais ça, on l'a vu avec les Américains. Quand il y a eu les attaques de drones sur la frontière afghano-pakistanaise, de la même façon, il y avait des modes de calcul des pertes civiles qui permettaient en fait de minimiser. Pour voir un exemple très simple, tout homme adulte près d'un terroriste était considéré comme terroriste, même s'il était là pour livrer la pizza. Dans ce cas-là, ce n'était pas une pizza. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est ça, à mon avis, le problème est plutôt là. C'est la dissimulation des choix éthiques et derrière des machines. Oui. Alors, quatre petites remarques. La première, le livre auquel Gilles faisait allusion, ça s'appelle « Ce que vaut une vie ». Ça fait plaisir juste de faire la pub de livre de collègues, de Mathias Delory. Donc, la première observation sur cette question justement qui est liée avec ce qui se passe dans le monde du drone, c'est aussi l'usage de la catégorie du moindre mal comme une catégorie de qualification du niveau de violence acceptable. Et je voulais juste vous faire observer qu'à partir du moment où la guerre thermonucléaire globale devient possible, n'importe quel niveau de violence de fait, devient un moindre mal. Donc ce que la possibilité de la guerre thermonucléaire fait, c'est qu'elle explose le plafond du moindre mal. Tant qu'il reste un être vivant, on a procédé à du moindre mal. Et donc vous voyez à quel point, du coup, l'ombre nucléaire permet de justifier comme moindre mal des niveaux de violence qui sinon auraient paru extrêmement élevés. Sur l'intelligence artificielle, je voulais juste vous faire observer, et là, désolé, je porte un peu la mauvaise nouvelle, que le focus sur l'intelligence artificielle est la dernière manifestation de
la pensée de la solution automatique. C'est-à-dire, dès les années 60, le colonel gallois s'inquiétait du fait que la crédibilité de la riposte française serait dramatiquement détériorée après le départ du général de Gaulle. Et donc, sa solution, c'était, nous allons donc automatiser la riposte pour la rendre crédible. Et là, vous voyez bien, ce rêve-là, il est aujourd'hui manifesté dans les propositions de mettre des intelligences artificielles dans les systèmes de commandement et de contrôle des armes nucléaires. Les optimistes dans la salle vont me dire « mais ne vous inquiétez pas, personne ne fera ça ». Mauvaise nouvelle, à la première commission là, à Genève, les États du P3 ont dit qu'il ne fallait pas interdire la possibilité de faire ça pour ne pas se priver des éventuels bienfaits. Donc on n'est pas encore à l'abri de cette possibilité-là. Je voulais juste vous en informer. C'est relativement récent. Monsieur, votre observation sur ce que je requalifie comme les guerres par proxy, si vous me permettez, je voulais juste vous donner 2 chiffres. L'historiographie a une fourchette de 16 à 25 millions de morts hors cas de chance pendant la guerre froide du fait des guerres par proxy. Donc voilà, on est coutumier de cette affaire-là. La question, il y a une question qui nous a été posée sur que faire, et là, moi, je veux juste terminer, après je me tais, sur quelque chose qui est plutôt encourageant, c'est-à-dire que quand on prend au sérieux les limites planétaires et qu'on objective les effets de la militarisation et de la guerre sur les limites planétaires, eh bien, il y a une convergence entre les stratégistes militaires qui parlent de stricte suffisance, les écologistes qui parlent de sobriété et les écologistes qui parlent de soutenabilité. Dans tous les cas, il faut penser des infrastructures de sécurité globale qui tiennent compte des limites planétaires. Et là, il y a une possible convergence politique à laquelle on est tous invités à réfléchir. Julie, oui. Très rapidement, parce que c'est les 2 questions m'ont mis en lumière, et du coup je voudrais mettre à mon tour en lumière pour vous, l'adaptabilité du droit international humanitaire dont j'ai dit en tout début de cette conférence qu'il était dans un socle fondamental élaboré en 1949 puis en 1977. D'abord sur l'intelligence artificielle, sur les drones et sur les robots tueurs. On a dans le protocole additionnel 1 aux conventions de Genève un article 36 qui oblige les États, lorsqu'ils élaborent des nouvelles armes, de s'assurer qu'elles sont conformes aux règles du droit international humanitaire. Et donc aujourd'hui, il y a tout un débat juridique, notamment sur l'intelligence artificielle, sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans les nouvelles armes. Il y a une volonté d'adopter des traités qui interdiraient des armes qui sont totalement autonomes, c'est-à-dire dans lesquelles il n'y aurait plus du tout d'intervention humaine dans toute la chaîne d'action de ces armes. Je veux simplement souligner que le débat juridique existe. Ensuite, sur faire la guerre par des intermédiaires, de nouveau, il s'est développé en jurisprudence ce qu'on appelle la théorie du contrôle global et qui permet de considérer que lorsque, notamment, un État exerce un contrôle sur un groupe armé et va donc par proxy mener une guerre sans déployer ses forces au sol ou aériennes et donc veut essayer de ne pas apparaître comme étant une partie au conflit, eh bien juridiquement on a réussi à avoir une construction juridique pour ramener la responsabilité de ces États qui s'impliquent dans ces conflits armés en essayant de ne pas le montrer. Peut-être sur la question des proxys, il me semble que dans le cas de d'autres font la guerre pour vous. Si on prend le cas précisément d'Israël, de la Palestine, Gaza, Ukraine, ce sont eux-mêmes qui font la guerre pour eux-mêmes. Enfin, je veux dire, on est dans une figure contraire, en fait. Ce sont les acteurs explicites qui sont disqualifiés en tant que tels, et même... Alors là, Gilles Laurence-Rose, je pense que même quand il y a des proxys, et je pense à l'ancien Al-Nusra, Jolani, et le soutien de la Turquie, ce n'est pas parce que la Turquie, c'est bien la Turquie, c'est pas de bêtises, ce n'est pas parce que la Turquie soutient
que l'acteur politique dit proxy est lui tout à fait annihilé en fait. Donc il a aussi ou possiblement un espace d'autonomie politique. Et sur les civils, je pense que ça, il y a une chose que j'ai pas mentionnée parce qu'elle n'a pas été en fait, elle ne fait pas partie de, je sais pas comment dire, de l'histoire récente de la guerre, qui est pour moi quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Ça a été le siège du Haut-Karabakh. Et ça, le siège du Haut-Karabakh, c'est, j'ai oublié la durée, ce sont des mois où plus de 100 000 personnes sont enfermées. Et il faut vraiment qu'ils finissent, c'est-à-dire le retour des... Bon, voilà, mais ça, Assad l'a fait, les Israéliens le font, c'est-à-dire à la fin, on finit par manger de l'herbe. Et, voilà. Et une fois qu'ils ont été tout à fait affamés, voilà, ils ont été expulsés. Voilà. Et là, voilà, enfin bref, c'est sur la question des civils. Donc je pense, voilà, après, parce que sur la question de l'IA, en fait, moi j'ai l'impression que c'est... Il y a la vieille question, c'est comment ma propre armée limite ses propres pertes, et qui est une question, je ne sais pas, historique, en fait, enfin voilà, qui est structurelle, ou en tout cas interne à la guerre. Et si la question des civils n'a plus de bornes, les drones tueurs, les sièges... On reprend un autre ensemble de questions et puis je crois qu'il sera l'heure de clore ce grand débat. Mais il y a un bras qui se lève en bas, tout en bas de la salle. Madame, voilà. Je ne sais pas s'il y en a d'autres après, n'hésitez pas à lever la main maintenant. Oui. Bonjour, merci pour tous ces éclairages. On a eu nous. Vous avez parlé de convergence politique, je pense qu'il faut être lucide, elle ne va pas venir ou elle viendra peut-être trop tard. Comment élever le débat avec un narratif qui véhicule la peur? On a l'impression d'une loi du plus fort, d'une alliance des 0,1% des plus riches, des multinationales et des politiques, avec des conflits d'intérêts, des lobbying qui dépassent les citoyens. Comment créer, comment s'organiser pour avoir une alliance de citoyens internationale efficace, vu que le temps presse au niveau des conflits en cours et de l'urgence climatique? Merci. Il y a d'autres questions? Tout en haut. Bonjour, moi je voulais avoir votre avis sur, en lien avec le narratif, ce que vous appelez le narratif de vous l'avez compris, sur ce qui se passe aussi avec les violences policières. Est-ce que ça fait partie de ce narratif et votre regard de la guerre, avec ce qu'on a pu voir sur Sainte-Soline récemment? Est-ce que vous avez un regard, et moi ça m'intéresse d'avoir votre regard sur ces conflits internes aujourd'hui? Merci. Et il y a une troisième question là. Oui, du coup, moi, ma question, c'était pour savoir si, selon vous, on n'était pas rentré dans une ère du choc des civilisations, selon l'idée de Samuel Huntington, avec, du coup, des conflits qui se baseraient sur des civilisations qui s'affronteraient, et non plus sur des conflits idéologiques, avec, par exemple, le conflit israélo-palestinien et la guerre russo-ukrainienne. Alors, qui veut répondre à quoi? J'imagine que Catherine a un mot à dire sur la question entre Sainte-Soline, la police, les violences internes, la guerre, parce que tu as travaillé aussi sur ces formes de violence. Oui, mais je pense que ça faisait écho à ce que disait Gilles de Roncereau sur le maniement du thème de la guerre civile à l'intérieur. Et je pense que c'est que de vouloir monter les antagonismes de façon à justifier, en réalité, pas du tout la guerre, mais une mise au pas, un ordre, un sécuritarisme implacable. Et je pensais à votre question. Moi, souvent, en regardant l'actualité, ce qui n'est pas le cas d'Ukraine parce qu'ils l'ont fait, mais en tous les cas des Ukrainiens, je me dis, il y a bien un moment où les peuples vont devoir reprendre la main d'une façon ou d'une autre. On ne sait pas comment, mais il y a un moment où ça ne va pas. Voilà, c'est tout ce que je
Pour l'idée que ce soit un clash des civilisations, tous les éléments empiriques montrent le contraire. Entre les Russes et les Ukrainiens, je ne pense pas qu'il y ait une différence civilisationnelle telle que ça justifie de massacrer des centaines de milliers de personnes. C'est pas du tout ce qui se passe dans les conflits contemporains. Donc, je crois que vous pouvez oublier l'idée. Après, il y a une radicalisation dans les conflits qui fait que le conflit devient, par exemple, de plus en plus religieux. C'est le cas à Israël-Palestine, par exemple. Il y avait une question. Sainte-Soline, c'est important, etc. Mais la vraie question, c'est la militarisation de la police américaine, qui est un des effets. Alors, c'est tout bête, mais c'est un des effets des stocks de matériel militaire qu'on avait aux États-Unis après la première des guerres du Golfe. Et donc, maintenant, quand vous regardez de la police américaine, franchement, ça ressemble à des forces armées. Et si vous mettez ça en lien avec le fait que Trump est en train de nationaliser la garde nationale, ça c'est les trucs plus précisément américains, et de plus en plus expliquer qu'en fait c'est de la sédition, donc ça relève de quelque chose qui est plutôt du droit international. Et il le fait en partie parce que ça permet de contourner la censure de la Cour suprême, qui n'est pas exactement méchante avec Trump, mais toute la jurisprudence américaine fait que dès que c'est de l'international, il n'y a plus de contrôle juridique. Donc si vous mettez ça avec le fait que Trump a une immunité totale pour ce qui est des fonctions clés de la présidence, vous êtes dans une situation où l'interne-externe devient extrêmement confus. Et là, les dernières déclarations de Trump menaçant de peine de mort des élus démocrates qui avaient fait une vidéo pas très méchante en appelant au respect du droit, ça montre que, alors là, c'est du déclaratif pour le moment, mais ça montre qu'il y a quelque chose qui est en train de s'enclencher. Alors, ce qui me permet de répondre, enfin pas de répondre, mais pour la deuxième question, il ne faut jamais oublier le fait que les sociétés ne sont pas fonctionnelles et même les élites ne sont pas fonctionnelles. Donc même dans les 0,1%, il y a plein de choses différentes. Et que, moi je dirais plutôt, qu'est-ce qu'il faut regarder ? Et je pense que l'enjeu central, il est aux États-Unis. C'est-à-dire que ce n'est pas des mobilisations, ça n'empêche pas de se mobiliser parce qu'il y a plein d'autres avantages, mais ce n'est pas des mobilisations dans la périphérie qui vont faire bouger le système. C'est ce qui se passe à Washington. Et c'est vraiment la clé de tout le système. C'est-à-dire que si on n'avait pas les évolutions qu'on a aux États-Unis, surtout depuis 2001, ça fait 25 ans que les Américains font n'importe quoi en politique étrangère, pour le dire clairement, on n'aurait pas la situation actuelle. Donc je pense que c'est là que ça se joue. Et malheureusement, on est assez dépourvu d'influence en tant qu'Européens. Et la dernière chose, après je me tais, c'est l'Europe qui est... avec toute sa faiblesse, on a tous des choses à dire sur l'Europe, mais ça reste le dernier point, je dirais, un peu qui entretient la flamme du libéralisme, du droit, etc. Alors, il y a des limites à ça, mais ça reste le seul point un peu stable, je trouve. Merci. Je dis juste 2 mots sur ça pour aussi... abonder dans ce que Gilles de Roncereau venait de dire sur le clash des civilisations. Juste pour vous faire observer que non seulement un grand nombre de conflits sont à l'intérieur de ce que Huntington appelait des aires civilisationnelles, mais aussi que Samuel Huntington, du fait de son âge et de sa génération, il n'a pas du tout idée ni des limites planétaires, ni de la zone critique. Alors, pardon, là, c'est vraiment la plus mauvaise nouvelle, mais je veux juste que vous entendiez bien ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. C'est-à-dire la trajectoire de réchauffement dans laquelle nous sommes aboutit à pousser à horizon 2100 1,7 à 3 milliards de personnes en dehors de la niche climatique, c'est-à-dire vers une mort certaine. C'est ça qu'on choisit de faire en ce moment. Et ça, ce n'est pas du tout un conflit intercivilisationnel. C'est littéralement un conflit entre ce qu'on fait à la Terre et ce que la Terre va nous faire. Donc ça c'est une première observation. Sur la question léniniste, que faire ? 2 choses. Une, redire ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire,
accepter aussi, parce que c'est ça votre inquiétude, c'est oui, peut-être que tenir des principes de justice, des principes, peut-être qu'on va perdre. Et donc, juste accepter qu'il y a des défaites dignes. Donc, gardez ça en tête, ce que je vous disais tout à l'heure sur l'Irak, sur le fait que les défaites peuvent être inspirantes pour les luttes suivantes. Mais l'autre observation, c'est de dire, parce que par rapport à la question de la course aux armements, c'est tentant de se dire, oui, mais même si on propose quelque chose, comme ce que je disais tout à l'heure, de stricte suffisance ou de sobriété, on ne sera pas suivi. Et donc, parce qu'on ne sera pas suivi, il ne faut pas le faire. Eh bien, souvenons-nous que quand on a proposé à l'époque de la guerre froide la stricte suffisance, on n'a pas été suivi du tout. Et ça a abouti à ce que, par exemple, les États-Unis et l'Union soviétique dans le domaine nucléaire aient produit presque 100 000 armes nucléaires dont ils ont dû démanteler la quasi-totalité. Donc, il faut, au nom des limites planétaires, d'une idée de la justice, de la non-prolifération et de la stabilité, ne pas mener la course aux armements, quoi que fassent les autres. Mais proposer ça aussi comme un moyen de révéler les préférences des autres. Parce que tenir à un concept de stricte suffisance, c'est dire, écoutez, vos objectifs, si on s'adresse à la Russie et aux États-Unis, ça doit être de maintenir la vie possible sur la Terre. Et ça doit être, dites-vous, de maintenir la dissuasion nucléaire. Eh bien, de l'aveu même de vos états-majors respectifs, vos arsenaux sont très en excès par rapport à ce que demande la dissuasion nucléaire. Donc vous avez des marges considérables de réduction. Et donc si vous choisissez de ne pas le faire, ça veut dire que vos préférences affichées ne sont pas vos préférences réelles. Juste peut-être un peu développer sur Sainte-Soline et peut-être la façon dont ça rejoint cette idée que les peuples aient des droits, que les peuples puissent aspirer à des droits, est une idée révolue. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'il me semble que depuis la loi travail, donc c'est 2016, évidemment les gilets jaunes, les retraites, alors on voit ce qui se passe à l'Assemblée, est-ce que ça sera une victoire, tout ça. Il y a quelque chose dans la répression des manifestations, des mobilisations populaires et tout ça, qui... les gilets jaunes, je disais, en fait, que la violence, il y avait quelque chose qui devait passer par... est-ce que vous allez vous mettre dans le crâne que l'État, c'est pas fait pour les gens. L'État, c'est pas fait pour avoir des droits. Alors moi, c'est ce que j'appelle, et puis je développerai à un autre moment, mais une espèce de figure de l'État séparé, et c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de tout à fait endogène, et en France, c'est le contraire, parce qu'on a un rapport, justement un rapport à l'État, qui est un rapport qui est fondé sur les droits, c'est-à-dire ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, en Italie, où c'est pas ce rapport-là. Et Sainte-Soline, il faut rappeler que quand même, ils ont parlé d'écoterrorisme, qu'on a quand même, je veux dire comment le terme de terrorisme pour un bout de terre quand même a été employé, manié. La récurrence, et qui pour moi n'est pas uniquement rhétorique, notamment par Emmanuel Macron, et je pense que ça fait un lien avec la déclaration du CEMA, mais enfin qu'on est dans cet espace intellectuel-là, qui est tout simplement qu'à chaque fois qu'il y a une crise chez Macron, c'est la guerre. Voilà. Donc que ce soit le Covid, que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit Sainte-Soline, et la guerre, quand il n'y a pas la guerre, il y a minimum, quand on l'a dit, la volonté de la faire, et 2, de donner les termes d'un antagonisme non conciliable, sauf victoire ou défaite, en fait. Et voilà, parce que à un moment, j'avais fait en fait, le dernier mouvement populaire, manif et tout ça, qui a obtenu quelque chose, c'est le CPE. C'est 2006. À partir du moment où Sarkozy arrive au pouvoir, on a un peu... je ne suis pas toute jeune, donc je m'en souviens, enfin ça va pas trop, mais il y a eu un nombre considérable de manifestations. Et Sarkozy a dit, bientôt, on ne les entendra même plus. Alors qu'effectivement, encore en 2006, c'est important, mais c'est pas, je ne sais pas, c'est plus ou moins important que la réforme des retraites ou la loi travail. Mais ce qui se fait dans l'espace des mobilisations, dans l'espace de la rue, ça compte en fait. Et on sait qu'il y a un au-delà des seules personnes physiques qui sont présentes. Et ça voilà, c'est ce que je voulais dire.
Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos interventions et à vous pour votre attention. Voilà, ainsi se clôt dans cette salle une partie de ce festival, mais à peu près partout en même temps. Merci Elie. Peut-être tu veux dire un mot de clôture des mondiales de Nantes, de cette première édition. Et oui, c'est le moment de clore ces mondiales. Merci beaucoup à OC, merci beaucoup à tous les intervenants et intervenantes, les modérateurs, l'équipe du lieu unique, et surtout merci à vous qui avez été présents en grand nombre depuis hier. C'est évidemment pour nous un indicateur très précieux sur les actions qu'on mène, sur les projets qu'on développe. Donc merci beaucoup. Vous pouvez aussi poursuivre ces questionnements dans l'exposition sur les cartes qui est dans la salle juste à côté d'ici, et puis à travers nos différents spectacles. Je vous signale notamment le spectacle Sur tes traces de Gurshad Shaheman qui joue mercredi 26 et jeudi 27 dans cette même salle, et qui est justement un grand voyage international entre l'Iran, la France, le Canada. Merci beaucoup, merci à tous, bon week-end, à bientôt.